Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un cours qui se rapporte aux maladies du système nerveux qui sont dues à certaines expositions en milieu de travail. En guise d'introduction, le système nerveux est la cible de plusieurs agents professionnels physiques, chimiques et infectieux, et ce du fait de sa forte activité métabolique et sa constitution qui est riche en graisse. Ça fait de lui par exemple la cible préférentielle des solvants. La plupart des atteintes neurologiques d'origine professionnelle sont des atteintes périphériques et qui surviennent tardivement par rapport au début de l'exposition. Ça les rend difficiles à attribuer aux conditions de travail. On peut voir une atteinte soit du système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, soit du système nerveux périphérique, donc les neurones en dehors du système nerveux central. Les cibles peuvent être soit moléculaires, telles que les lipides qui constituent 50% de la masse du cerveau, les protéines enzymatiques et non enzymatiques, et les acides nucléiques. Ça peut être aussi des cibles cellulaires telles que les neurones, les cellules gliales, astrocytes, oligodendrocytes, microglies, cellules épendymères et les cellules endothéliales vasculaires. Donc on va avoir ensemble certaines neuropathies professionnelles et on va commencer par les neuropathies périphériques. Ça peut être soit des polyneuropathies avec une atteinte des nerfs de manière bilatérale et relativement symétrique, et en milieu professionnel elles sont le plus souvent d'origine toxique, soit des mononeuropathies qui sont habituellement d'origine mécanique. Par exemple, la compression du nerf médian ou du nerf ulnaire au niveau du poignet. Cliniquement, dans ces polyneuropathies, on va avoir une atteinte de l'ensemble des composantes motrices, sensitives et trophiques, qui sont généralement d'origine toxique professionnelle, soit une atteinte dissociée, motrice pure ou sensitive pure. À l'examen clinique, on va chercher à évaluer la force et le tonus musculaire, les sensibilités et les réflexes, et on peut compléter cet examen clinique par des examens paracliniques tels que l'électromyogramme, qui est un examen capital, parfois médico-légal, donc exigé par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles. On peut faire aussi des biopsies musculaires, mais en dernier recours, puisque c'est un examen invasif, et bien sûr la ponction lombaire va être normale lorsque l'atteinte est périphérique. On va citer certaines étiologies professionnelles de ces neuropathies périphériques. Il faut noter qu'on ne va pas voir ensemble les mononeuropathies qui vont être vues dans un cours séparé qui est relatif aux troubles musculo-squelettiques. Le premier exemple, c'est le plan. Et en cas d'exposition chronique, on va voir une atteinte exclusivement motrice. Cette atteinte va avoir un début insidieux qui va être progressivement symétrique, de type flasque, avec abolition des réflexes osseo-tendineux, mais sans signe sensitif majeur. Ça va simuler une paralysie radiale, c'est la forme qui est dite paralysie pseudo-radiale de Remak. Le plan donc, va être utilisé ou va être rencontré chez les mineurs de plan en cas d'activité en métallurgie, chez les peintres qui utilisent les anciennes peintures ou qui utilisent des peintures anti-roues et type minium, chez les travailleurs qui travaillent dans une industrie de fabrication de batteries de voitures par exemple ou d'accumulateurs. Et donc cette paralysie pseudo-radiale de Remak va être composée d'une sensation de faiblesse de la main et jamais de douleur. Elle va toucher d'abord l'extenseur commun des doigts en respectant l'extenseur propre du deuxième et du cinquième doigt. Et donc lorsqu'on demande au patient de faire une extension des doigts, il va faire les cornes. Lorsque l'atteinte va évoluer, on va avoir une main qui va tomber en col du cygne. Le membre supérieur n'est pas la seule cible neurologique du plan. On peut avoir d'autres localisations, telles que des localisations au niveau du bras, des épaules, des paires crâniennes ou des membres inférieurs. Le deuxième exemple d'étiologie peuvent donner des neuropathies périphériques, c'est l'arsenic. L'arsenic qui est utilisé en milieu professionnel en tant que colorant, colorant des verres, colorant des céramiques, du cuir, ou en tant qu'insecticide. Il va donner cette fois des polynévrites sensitives, douloureuses et associées à des paresthésies distales. Ça va prédominer surtout au niveau des membres inférieurs. Il n'y a pas initialement de signes moteurs. Ces signes moteurs vont apparaître secondairement au niveau des muscles plantaires et de la loge postérieure de la jambe. Un troisième exemple, c'est le N-hexane. C'est un solvant puissamment neurotoxique. Il donne des polynévrites sensitivo-motrices qui prédominent au niveau des membres inférieurs. Et ça va s'accompagner de signes centraux à type de vertige ou de céphalée ou une dégénérescence maculaire. Les N-hexanes sont présents dans les encres, les colles, notamment celles utilisées dans le cuir ou les matières plastiques, et les essences spéciales.
Ça peut être aussi utilisé dans les laboratoires de recherche et d'enseignement, là où on fait par exemple des techniques de chromatographie. Donc on a vu un exemple de toxique professionnel qui donne des atteintes essentiellement motrices, le plomb. Un autre toxique professionnel qui donne des atteintes essentiellement sensitives, l'arsenic. Et un autre type de produit qui donne une atteinte sensitivo-motrice d'emblée, le N-hexa. Il n'y a pas que ces trois agents professionnels qui donnent des neuropathies périphériques. Il y a des dizaines d'autres étiologies. On va citer par exemple le sulfure de carbone lors de la fabrication de textiles synthétiques qui donne des atteintes sensitivo-motrices avec une fragilité ou une fatigabilité musculaire progressive et des difficultés à la marche. Le tétrachloroéthane, les organochlorés, le mercure, la brucellose chronique par exemple, l'agent infectieux qui peut donner des neuropathies périphériques en milieu professionnel. Pour les neuropathies centrales, on va avoir des manifestations neurotoxiques à type de changement du comportement, convulsions, ataxie aiguë, syndrome vertigineux, céphalie, voire même coma. On va avoir une perturbation de l'ensemble des fonctions centrales, des fonctions de mémoire, de raisonnement, d'orientation, l'affectivité, l'attention et aussi parfois l'athymie. Donc ce qu'on va faire, c'est un examen clinique. On va s'aider d'examens biologiques pour voir s'il y a des perturbations hépatiques, rénales ou autres atteintes, des tests psychométriques, un EEG, des TDM, IRM, potentiel évoqué, donc une large batterie d'examens complémentaires qui vont être orientés en fonction du tableau clinique et du type d'exposition. Les agents étiologiques pour les atteintes neuropathiques centrales en milieu professionnel, on cite aussi une autre fois le plomb, qui en cas d'intoxication aiguë massive va donner une ataxie, une confusion, des convulsions, une fatigue, des troubles de l'humeur. Et en cas d'exposition bien sûr chronique à petite dose, il va donner des troubles neuropsychologiques minimes. On peut citer aussi les solvants qui peuvent donner une neurotoxicité aiguë à des doses massives avec des symptômes faits de céphalée, nausées, asthénie, sensation d'ébriété, baisse de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma et des convulsions qui sont exceptionnellement rapportées lorsqu'on est exposé à des solvants le plus couramment utilisés dans les peintures ou les colles. En cas d'exposition prolongée, donc, on va voir d'autres états. On va voir un état de tolérance et de dépendance. Les travailleurs exposés aux solvants vont parfois développer une dépendance à ces produits. On dit de façon caricaturale que certains travailleurs ne veulent pas avoir des jours de congé ou ne veulent pas bénéficier de leur week-end juste pour être au milieu de travail et sentir l'odeur des solvants et être exposés à ce produit auquel ils sont devenus dépendants. On peut avoir lors d'exposition aux solvants un syndrome particulier qui est le syndrome psycho-organique ou psychosyndrome organique. Et c'est une intoxication chronique qui associe des troubles de la mémoire, du raisonnement, de l'attention, de l'affectivité et c'est associé à des plaintes de type asthénie, troubles du sommeil, troubles de la concentration et une irritabilité. Le psychosyndrome organique, il comporte trois types. Un premier type qui est dit syndrome neurasthénique, un deuxième type 2A qui comporte une modification permanente de la personnalité et de la vie sensorielle. On peut voir par exemple des manifestations à type de dépression, on peut avoir une modulation de la voix. Un troisième type qui est le type 2B avec une régression de l'apprentissage et une forme modérée d'encéphalopathie. Le troisième type, le plus grave, c'est la démence. Et ce stade est observé par exemple chez les sniffeurs de colle. Les sniffeurs de colle sont ceux qui mettent de la colle dans des sachets et vont l'inhaler les odeurs, les sniffer pour rechercher cette sensation d'ébriété. D'autres exemples d'étiologies qui donnent des neuropathies centrales, l'arsenic qui donne des malaises, une instabilité émotionnelle, une insomnie ou une dépression. Le manganèse aussi donne des signes d'irritabilité, de nervosité ou de labilité émotionnelle. On a décrit certains cas d'hallucination ou de comportement impulsif appelés folie du manganèse chez des mineurs de manganèse soumis à de fortes expositions. Les organophosphorés aussi utilisés comme pesticides peuvent donner des troubles de la vigilance et de la mémoire, des difficultés de concentration, du langage et parfois même des troubles de l'humeur de type dépression. Le sulfure de carbone donne aussi une autre forme de folie, dite folie sulfocarbonée. L'oxyde de carbone aussi peut donner des neuropathies centrales, d'origine professionnelle bien sûr. Il y a d'autres manifestations bien sûr neurologiques en cas d'exposition professionnelle. On peut décrire certaines maladies neurodégénératives et des mouvements anormaux, par exemple des mouvements anormaux de type Parkinson, qui ont été décrits lors d'exposition au manganèse de façon prolongée.
par exemple en cas d'exploitation minière ou dans les fonderies d'acier dur, en cas d'exposition au sulfure de carbone, au monoxyde de carbone, à certains pesticides et insecticides ou par traumatisme répété chez le boxeur. Et l'exemple typique, c'est celui de Mohamed Ali Clay, chez qui on a observé des mouvements anormaux type Parkinson à sa fin de vie. On peut observer aussi des myoclonies, des tremblements à la suite d'exposition au bromure de méthyle, au chlorure de méthyle ou au mercure. On peut avoir des atteintes neurosensorielles. Quelques exemples, l'amorose, l'amblyopie, la diplopie, l'hyperacousie, les troubles du langage, la dysarthrie, les vertiges secondaires à l'exposition au bromure de méthyle. On peut avoir une diplopie à la suite d'une exposition au chlorure du méthyle, une névrite optique par intoxication au sulfure de carbone, des troubles auditifs bien sûr par exposition au bruit ou chez les plongeurs par action barotraumatique ou lors d'exposition au solvant, l'anosmie qui peut être observée si on est exposé au chrome, à l'arsenic ou lors de rhinite professionnelle. Pour les pathologies infectieuses professionnelles, certaines peuvent se localiser au niveau neurologique, principalement des méningites à méningocoque ou à pneumocoque contractées en milieu hospitalier. Donc, ces méningites à méningocoque et pneumocoque sont réparées selon le tableau 75 de la liste des tableaux de maladies professionnelles. On peut avoir une ornithose psittacose, la brucellose réparée par le tableau 60, la maladie de Lyme, ainsi que d'autres exemples d'atteintes infectieuses qui peuvent donner des localisations neurologiques. On peut avoir même une sclérose latérale amyotrophique, ça a été décrit chez certains travailleurs exposés au plomb. Le bromure de méthyle aussi peut donner des troubles encéphalomédulaires. On peut observer une pathologie tumorale assez particulière, l'igliome, l'iglioblastome. Ça a été décrit si on est exposé à des dérivés nitrés, les nitrosamines, nitrosurées, à l'arsenic, au mercure, au fer, à d'autres métaux lourds, à certains dérivés du pétrole. Pour les tumeurs bénignes et le méningiome, par exemple, ça a été décrit lorsque on est exposé de façon prolongée au plomb. Donc, c'est un aperçu rapide sur les neuropathies professionnelles qui peuvent être dues bien sûr à des agents physiques, chimiques et aussi à des agents infectieux. Pour plus d'informations, vous devez consulter le support du cours en PDF qui est sur la plateforme UVT de la Faculté de médecine de Sousse. Et si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez me les adresser directement. Et merci.